Bonjour, c'est Romain Bédouk. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat autour du Paris Saint-Germain de la radio, ici Paris, Île-de-France. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Le PSG a passé un nouveau test hier, une nouvelle victoire, un match de plus qui nous rapproche de l'invincibilité en Ligue 1. Mais je dois vous avouer qu'hier, moi perso, j'avais des objectifs différents. Hier, j'avais la chance de commenter la rencontre à Lyon pour Paris, ici Paris, Île-de-France, enfin à Lyon. À Dessines, parce que le stade de Lyon n'est pas dans Lyon, il est à 25-30 minutes du centre-ville, il faut prendre l'autoroute et tout. Et donc, l'objectif que j'avais, c'était me faire un avis objectif sur les avantages et les inconvénients d'un grand et beau nouveau stade en banlieue. Parce qu'on va pas se mentir, le Parc OL, le Groupama Stadium, c'est un très beau stade. Enfin, pas forcément dans l'architecture extérieure, mais il est très bien fait. L'intérieur, il est beau, il est pratique, l'accueil et la place pour les extérieurs, les journalistes, les partenaires, tout ça, c'est premium. Le système de parking, il est très bien fait aussi. Ça, c'est des avantages qu'on ne peut avoir que si on construit un édifice où il y a de la place. Donc, loin. Maintenant, les inconvénients. Bah, c'est loin. En fait, c'est très très loin et ça a plusieurs implications. Déjà, c'était plein hier parce que c'était face au Paris Saint-Germain, donc il y avait plus de 57 000 spectateurs, super. Mais c'est loin d'être le cas dans les matchs qui sont un peu moins bankable. C'est loin d'être le cas face aux petites équipes de Ligue 1. Et il y a énormément de matchs où les tribunes supérieures, elles sont juste fermées au Parc OL parce qu'il n'y a pas assez de monde. Un stade loin, c'est aussi une ambiance dans la ville les jours de match un peu plus neutre. Alors, je suis arrivé tôt à Lyon hier, je me suis baladé un petit peu, donc j'ai absolument pas senti une atmosphère spéciale. Alors, ok, Lyon-PSG, c'est pas la plus grande des rivalités. Il y avait un match de rugby en même temps, donc bon, ça peut expliquer, mais quand même. Et puis le dernier inconvénient, c'est qu'à la 80e minute, quand il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain, que ça ronronne un peu, ben on pense aux 10 minutes de marche jusqu'au parking, parfois aux embouteillages à pied. On pense aux 20 minutes pour sortir du parking, parce que quand il y a entre 30 000 et 40 000 spectateurs qui partent en même temps, et ben forcément, il y a des embouteillages, même si c'est bien foutu. Et puis, on pense aussi au trajet qu'on fera pour rentrer dans Lyon ou même de l'autre côté de Lyon si on habite un peu plus loin. Et j'ai vu des Lyonnais partir à la 80e. Manque de peau, ils ont raté 3 buts, dont 2 de leur équipe hier. Et ces Lyonnais-là, bah, je peux même pas leur en vouloir. Je peux même pas me moquer d'eux comme je me moque des Marseillais qui partent à la 33e parce qu'il y a 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Non, ces Lyonnais-là, je les comprends et jamais j'aimerais me retrouver dans leur position. Un dimanche à 22h30 avec le boulot le lendemain, peut-être les enfants à amener à 8h30 à l'école et devoir choisir entre 15 minutes de foot en plus qui vont ensuite me faire perdre une bonne heure précieuse de sommeil ou alors la frustration d'avoir raté une fin de match palpitante de mon club de cœur, mais une frustration qui me sera reposée parce que j'aurais gagné une heure de sommeil. Et là, je vous parle de Dessines. Dessines, si on doit le comparer à Paris, c'est comme si le stade était à Créteil, à Argenteuil, à Bondy, à Versailles. C'est une banlieue qui est accessible par autoroute, mais pas non plus à 40 km de Paris. On est plus à 10-15 minutes. Donc non, messieurs les dirigeants du Paris Saint-Germain, par expérience, revenez à la raison. Ne nous envoyez pas loin, même pour un bel écrin. Voilà, c'était long, mais ça me paraissait important. Place aux sportifs maintenant, ici à Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, on va reparler donc de cette victoire du Paris Saint-Germain à Lyon dans le j'aime pas avec tous mes chroniqueurs. On aura ensuite quelques débats. Hakimi est-il l'arme fatale de Luis Enrique, double buteur hier? Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué un doublé, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué Achraf Hakimi. Et donc est-ce que c'est l'arme fatale de Luis Enrique? On va se poser la question de savoir si finir invaincu est un objectif enfin assumé. Parce qu'il y a Nuno Mendes qui en a un petit peu parlé hier en après-match. Est-ce que ça doit être un objectif? Est-ce qu'il faut en parler? Il reste 11 matchs de Ligue 1. Est-ce que vous voyez une défaite d'ici là pour le Paris Saint-Germain? Et puis on s'intéressera au match de mercredi parce que ça ne s'arrête jamais. Coupe de France face à Saint-Brieuc, le stade briochin. Que faut-il craindre de cette rencontre? Est-ce que c'est le match? Est-ce que c'est les blessures? Voilà, on se posera toutes ces petites questions. Je vous présente tout de suite l'équipe du jour. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? J'ai une team de journalistes indépendants avec moi. Marc Méchenois, salut Marc. Bonjour, salut tout le monde. Comment ça va? Super, au top. Impeccable. Très bien, j'ai trouvé ta chronique très juste. Je partage. C'est- C'était long, mais c'était bon. Tout à l'heure, je l'écrivais et je me demandais, et en fait, je vais peut-être faire ça demain matin aussi en chronique dans mon billet, parce que j'ai pas eu de billet aujourd'hui. Donc je vais peut-être faire ça demain. Je vais peut-être raconter mon expérience. Abdella Boulma est avec nous. Bonsoir, non, bonjour. Bonjour, tout bonsoir. le monde. Comment ça va? Très bien. Ouais. Excellente ta chronique.
Mais surtout la chute. Ça y est, surtout la chute. Et tu as été remplacé par un excellent Alexandre Aflalo ce Oui, matin. c'était ce matin. Faut le Je l'ai rappeler. pas encore écouté et je m'en veux d'ailleurs parce que je m'étais dit que j'allais écouter plein de trucs sur le train du retour et puis en fait j'ai dormi. Mais je vais l'écouter, je vais écouter sa chronique Très bonne et je chronique. le remercie de m'avoir remplacé ce matin. Tidiane Imbo est avec nous, pardon. Ça va Tidiane? Et habillé, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va? Ça va très bien, Romain. Et c'est vrai que j'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention ta chronique parce qu'elle soulève un vrai problème sur un dilemme insoluble. C'est-à-dire que on veut tous des stades en ville pour plein de raisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui les villes veulent encore des stades? Ah ouais, c'est une bonne réflexion. Ça, c'est Il en- problématisé. hein. Voilà. Ça, Ah, ça mais fait c'est vrai, hypo- c'est une il a bonne posé la ça fait problématique dès le hypo- départ. c'est hypocagne-cagne, tu vois. Ça classe Là, pas. on a senti, ouais. Ça se prépare pas comme ça. Non, mais ce qui est vrai, c'est ce que j'essaie de transmettre là dans le texte que j'ai un peu lu avant, c'est que on parle énormément de théorie, de comment on va faire. Bon, voilà, il faut ça et ça. Mais la pratique, savoir et le timing pour rentrer chez soi, comment tu insères dans ta vie, dans ton quotidien, tes déplacements au stade pour suivre ton club, etc. C'est quelque chose qui est hyper important. Et hier, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vivre ce truc-là pour pouvoir être mis en situation et voir si on pouvait l'appliquer au PSG. Bon, on aura le temps, je pense, de reparler des stades parce que il y a voilà, c'est dans l'actualité du Paris Saint-Germain continuellement, actuellement. On va commencer avec le j'aime pas. Le j'aime pas donc sur cette victoire 3-2 du Paris Saint-Germain face à Lyon. Hakimi double buteur, Dembélé buteur encore une fois. C'est dommage, il n'a pas marqué dans le 7-0, sinon il continuait sur sa lancée de but à chaque fois, à chaque match. On va commencer avec le j'aime de Abdallah. Oui. Dis-moi. Écoute, j'aurais pu faire une dizaine de j'aime sur ce match, mais ce que j'ai particulièrement apprécié sur ce match, c'est l'attitude de Luis Enrique à l'endroit d'Hakimi, quand il l'a rattrapé par le col au moment où Hakimi a failli dégoupiller. Donc, on rappelle la situation, il y a un petit tampon de Tagliafico sur Hakimi. Hakimi a un geste d'humeur qui lui vaut un carton jaune. Il y a débat à savoir si ça aurait pu valoir plus qu'un carton jaune. Et après ça, il décolère pas Hakimi. Il va notamment vers l'arbitre assistant. Et là, il y a Luis Enrique qui sort de sa zone et qui y va et qui lui dit non, mon coco, vas-y, ramène-toi là-bas. Absolument, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, il l'a rappelé après en zone mixte ou en compte, je sais plus, où il a déclaré qu'il voulait essayer de nous faire sortir de ce match, qu'il fallait être beaucoup plus intelligent, etc. Et ça, c'est un truc dont il n'avait jamais parlé. Et encore une fois, c'est le genre de match qui se joue au détail et c'est vrai qu'Hakimi, peut-être il y a un an ou deux, il aurait probablement dégoupillé. Mais là, il a réussi, encore une fois, à lui rappeler qu'il a des responsabilités désormais, Hakimi. Et que, attends, je termine simplement qu'il a des responsabilités, qu'il ne pouvait pas dégoupiller. Encore une fois, et je voulais la mettre en avant. Je voulais mettre en avant l'attitude de Luis Enrique par rapport à ça. Luis Enrique, donc, qui va aller véhément contre Hakimi, mais par contre qui après en conf de presse le protège complètement, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, Marc, de savoir en conf de presse savoir ce qu'il a pensé de son comportement. Il a juste répondu bonsoir et il est parti. Ouais, parce que je pense qu'il n'a pas envie d'alimenter quelque chose, et je pense qu'il sait et que tout le monde sait. Et tu parlais d'il y a 1 ou 2 ans, je pense que c'est toujours le cas. C'est un joueur fragile en fait. Hakimi, tu peux aller le chercher, tu vas le titiller, tu vas le trouver en fait. Et ça, tu le vois très régulièrement dans les matchs. Il suffit de voir son attitude. C'est un joueur qui répond, qui n'a pas peur d'aller à la confrontation, dans l'invective, voire dans le contact physique avec des adversaires. Et c'est pour moi le point un peu noir d'Achraf Hakimi. Peut-être aussi qu'il est plus ciblé qu'avant. On va en parler tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'il incarne aujourd'hui dans le collectif parisien, peut-être que quand tu es adversaire aujourd'hui, ça devient un peu plus un enjeu de faire sortir ce type de joueur du match. Ah non, parce que tu sais en fait. Ça fait C'est un truc qui peut être exploité, c'est ça. C'est ce qu'il a essayé de faire hier. Il a essayé de faire Tagliafico, il en a mis plusieurs. D'ailleurs, au moment où il reçoit son carton jaune, souvenez-vous, t'as Tagliafico qui lui met quand même un coup. Ah oui, bien sûr. Qui lui met un vrai coup. Bon, ça n'a pas été sanctionné. Ça faisait plusieurs fois absolument, qu'il cherchait à sortir du match, t'as raison. Parce que je crois que Lyon est impuissant à ce moment-là dans le match, et en fait, c'est ce qu'ils ont trouvé. Et puis de toute façon, entre les joueurs, les staffs, les entraîneurs, ils discutent ce genre de choses. Tiens, va le chercher là-dessus. Donc, je pense que tout adversaire qui connaît un peu le Paris Saint-Germain sait que Achraf Hakimi, si tu veux un peu le titiller, tu peux dans un mauvais sort, tu peux le trouver. Bon.
On reviendra sur Achraf Hakimi et ça nous permettra dans le débat tout à l'heure de savoir si c'est l'arme fatale de Luis Enrique. On parlera aussi de son management et tu as bien fait de le souligner. Pardon, j'ai peut-être un peu empiété sur ton Non, c'était très bien. Non, en vrai, c'était intéressant parce que c'est un autre aspect. Moi, je pense qu'il va lui dire en tout cas, par contre. Il va lui dire après. Ils vont en parler, bien sûr, c'est sûr qu'ils en parlent. Tidiane, t'ont intégré au collectif. Ah mais totalement. En fait, il y avait quelques petites critiques qui ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux et ailleurs parmi certains journalistes sur voilà le rendu de Kvaratskhelia. Mais quand tu vois son match hier, homme du match déjà, faut le rappeler. C'est vrai. Il fait quand même une superbe frappe, voilà où t'as Perry qui se déploie vers la 46e, un truc comme ça, et il a été un véritable poison face à cette équipe lyonnaise. Il n'arrête pas de dédoubler, il est resté à droite, mais il commence à comprendre encore une fois le logiciel Luis Enrique. Et c'est vrai qu'il a un peu, c'est pas qu'il a traîné la patte, mais c'est vrai que ses premiers matchs c'était un peu brouillon. Il vient d'arriver. Rappelons tout de même, petit rappel, Conté l'a mis sur le banc. Il a été remplaçant les 6 derniers mois. Ça a été très compliqué pour lui. Le transfert aussi a été très compliqué. Il était un peu moins en rythme. Il était moins en rythme. Il commence de plus en plus à s'adapter, encore une fois, au jeu. Et aux différents systèmes que veut mettre en place Luis Enrique. Hier, c'est très fort, très fort. T'en as pensé quoi de son match, Marc ? Moi, je trouvais ça bien et je trouve que en fait, c'est dans la ligne en fait de ce qu'il fait depuis le début, parce qu'on peut parler de moments où il est brouillon et tout, mais dans l'aspect collectif, dans le replacement, les mouvements sans ballon. T'as l'impression que le gars, il est pas là depuis un mois, en fait. Il est déjà là depuis plusieurs mois, qu'il a bien observé cette équipe, il l'a bien travaillé. Et je trouve que le débat qu'il y a eu sur ses débuts difficiles, franchement, il était caduque. Et ça traduit soit notre ADN d'impatient parisien, tu vois, soit une forme pas de méconnaissance, mais t'arrives après un mois, le joueur il n'a pas beaucoup joué, comme le disait Abdella, dans ces dernières semaines napolitaines, et tu lui tombes dessus. Mais bon, 2 semaines plus tard, s'il est bon, ce qui est en train de se passer, on a l'air pas très malin. Pas très malin. Donc cette culture de l'instant, elle mériterait d'être un peu diluée. On devrait faire un peu plus attention à la manière dont on traite le rendement des joueurs, surtout quand ça fait 3 semaines qu'ils sont au club. Et tu voyais que même quand il était dans la difficulté dans ses précédents matchs, il ne rechignait jamais à la tâche. C'est-à-dire, tu vois, il ratait un dribble, 2 dribbles, tu vois, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu, mais il allait toujours au combat. Et puis c'est un joueur qui aura toujours du déchet. Ouais, par l'essence de son jeu, on ne peut pas vouloir de la prise de risque dans la passe et dans le dribble sans admettre un minimum de déchets. Absolument. Et puis aussi, Tinani, il fait preuve d'un caractère, tu le sens, quoi. Tu parlais tout à l'heure du fait que Hakimi pouvait découpiller face à Tagliafico juste avant, et Tagliafico, il avait aussi ciblé Kvaratskhelia parce qu'il sait qu'il va y avoir du répondant, et lui, il montre déjà aussi qu'il peut avoir ce répondant-là. Oui, et puis un répondant positif, puisqu'il y va en le défiant balle au pied, en étant vraiment, on dit souvent, répondre sur le terrain, on était totalement dans ça, mais moi je suis assez d'accord avec ce que les gars ont dit sur l'intégration, et moi je rajoute le fait que on minimise la difficulté de rentrer parfois dans une équipe qui tourne bien. Souvent on dit c'est dur de rentrer dans une équipe qui ne tourne pas parce que forcément la mécanique n'est pas bonne, mais rentrer dans une équipe qui tourne bien, où les joueurs sont à leur place, où la concurrence, en fait, tu pars pas gagnant, c'est pas si simple. Alors lui, il a un prix de transfert, il y a une attente, en plus on l'a attendu 6 mois par rapport à l'été dernier, donc moi je suis content d'avoir vu ce qu'il a proposé hier, parce qu'encore une fois, dans un match avec de l'exposition et avec 2-3 petites critiques qui commençaient un peu à poindre, il a été capable d'apporter une réponse. On va passer au j'aime de Marc. Moi, j'avais juste un tout petit Oui, truc. vas-y. C'était sur la construction du but d'Ousmane Dembélé, sa petite passe en fait. On se rend pas compte, mais elle fait beaucoup de choses, et elle veut aussi dire, de Guevara, elle veut dire beaucoup de choses aussi sur la manière dont lui s'est imprégné des mouvements qu'il y a autour de lui et des automatismes qu'il a avec ses partenaires. Pour moi, je pense qu'on a été un peu dur avec lui. Voilà. Bon, justement, ça fait un petit lien, mine de rien, avec ton j'aime, puisque ton j'aime, il est un peu sur la semaine globale, mais la manière dont on a mis des buts, c'est ça, depuis bien une sûr. semaine. Je me suis fait un petit replay plaisir ce matin en regardant les 7 buts de Brest mercredi, et puis ceux d'hier soir, parce que en fait, en voyant les buts hier soir, je me suis dit waouh, en fait, tu viens de mettre 10 buts et il n'y en a pas un où tu as
un compte favorable. Alors peut-être Nuno Mendes sur le dernier but et encore. Mais tout est construit, tout est limpide. Il n'y a pas un brin de chance ou non. En fait, c'est millimétré. Il n'y a pas de hasard. Et ça m'a frappé. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série comme celle-ci. Et j'encourage tous ceux qui écoutent le podcast ou qui aiment le PSG à aller revoir ces buts, parce qu'en fait ça traduit quand même, je crois qu'on se régale tous en ce moment à voir le Paris Saint-Germain, et ça fait longtemps qu'on s'est pas dit j'ai envie de voir le match du PSG ce week-end. C'est pas mon travail, c'est aussi mon plaisir, quoi. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que on parle du collectif, on a l'impression. Là encore, je disais tout à l'heure, le théorie pratique, etc. Il y a l'abstrait aussi où on dit à chaque fois ça joue bien, etc. Mais quand tu es face au but, quand tu vois les trucs devant toi, Abdellah, tu as l'impression quand même que c'est rodé. C'est appliqué, c'est travaillé surtout au millimètre par des joueurs. Et t'as raison. Et il y a cette sensation de travail. Ouais, c'est pas du hasard, quoi. Absolument, c'est pas du hasard. On avait l'habitude ces dernières années de voir des individualités sortir le but au moment où il faut. Enfin, on parle d'Mbappé, on parle de Neymar, on parle de Messi, on parlait des grandes individualités. On peut remonter un peu plus loin, évidemment. Mais là, tu as l'impression qu'effectivement, que tous les buts que tu viens de décrire, que tu as revu, que je reverrai avec plaisir, c'est du travail en entraînement. C'est un régal, c'est des gammes en fait, c'est des gammes qui sont travaillées à l'entraînement, même des positionnements de joueurs, tu le vois. Je pense notamment là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est le positionnement de Joao Neves. À chaque fois qu'il y a un coup franc, un peu excentré sur les demi-espaces, que ce soit à gauche ou à droite, il est tout le temps à un positionnement très précis. D'ailleurs, il a émis une tête avec un but face à City, je dis pas de bêtises, face à City, etc. Tu sens qu'avec ce Luis Enrique, que tous les joueurs sont concernés, que les buts ne viennent pas de nulle part. C'est pas du hasard. Et au sein de ce collectif huilé, il y a des actions de grande classe. C'est-à-dire que le but de Dembélé hier, c'est une action de grande classe. Ouais. On peut parler de Gonzalo Ramos, les 2 passes D qu'il peut faire sur Désiré Doué contre Brest, ou même. Enfin, hier, c'est pas une passe D. Dommage, mais c'est pas une passe D. Mais bon, ça fait tout, elle n'est pas dans les stats. Mais le geste qu'il fait, t'as l'impression que ça s'insère parfaitement au sein de ce truc-là, quoi. Oui, de toute façon, on voit les matchs en ce moment et on a l'impression que le PSG est dans la zone. Comme on dit, quand tout se met un petit peu en place, vous avez parlé de l'aspect tactique, qui est un peu toujours le cadre qu'il faut donner, qui a été un petit peu long à être imprégné par l'ensemble des joueurs, mais c'est normal quand il y a autant d'exigences, quand on est sur cette... Ça va le faire. Sur cette mécanique de précision, il y a la technique, la qualité, bien évidemment, mais moi j'ai envie d'insister sur la mentalité aussi. Parce que on parlait souvent du PSG en le comparant à d'autres grandes places fortes européennes, type Bayern, City, mais c'est aussi la mentalité qui fait que le PSG a envie de marquer toujours plus de buts, ce côté un petit peu insatiable. Et ça, je trouve qu'on le met pas suffisamment en avant aujourd'hui. Le PSG a toujours envie de marquer plus. Et il suffit pas d'avoir la qualité, il faut avoir envie et la volonté de marquer toujours plus de buts. Vas-y. Moi, il y a deux points que je voulais revenir sur ce deuxième, que je voulais accentuer. D'abord, j'encourage les gens à revoir les buts, à les décortiquer, pour voir les mouvements des joueurs qui n'ont pas le ballon. Ou qui vont le recevoir. Et par exemple, sur le but d'Hakimi, le deuxième, la prise d'information de Gonzalo Ramos, en fait, il regarde qui y a autour de lui, où est le défenseur, où est son partenaire, pour faire cette passe. Et tous les mouvements, en fait, on se rend bien compte en regardant ça qu'il n'y a pas de hasard, en fait. C'est vraiment millimétré, et c'est pour ça que c'est appréciable. Et la deuxième chose, je l'ai mangé. Je l'ai oublié. Non, mais alors, juste moi sur sur un truc sur lequel je voulais revenir. Alors vas-y. Je repense en ce moment, je repense beaucoup à ce PSG du mois de octobre-novembre, et notamment au match PSG Nantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière demi-heure où en fait le ballon tournait sans qu'il y ait d'inspiration, sans qu'il y ait de décalage, sans qu'il y ait de différence. Et moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. En fait, c'est pas simplement un travail qui a été entrepris depuis le début de saison, c'est que dans cette période-là, il y a des crispations qui sont sorties dans le vestiaire, et je pense qu'il y avait un problème de communication entre le joueur et ses coachs pour faire remonter certaines choses, et donc c'est pour ça que c'est sorti dans la presse. Et ça, moi je crois que c'est un vrai tournant en fait, ce moment-là, parce que Luis Enrique il a parlé avec ses joueurs. Et ce cadre qui était très rigide et qui était un peu pointé par plusieurs membres de l'effectif, je crois qu'il s'est un peu assoupli. Et du coup, on voit un PSG beaucoup plus varié, moins monotone.
Voilà, ça joue en transition, ça va chercher de l'autre côté plus rapidement, ça joue moins court. Donc Paris, c'est plus compliqué à jouer, je pense, qu'il y a quelques mois aussi parce que c'est beaucoup plus varié. Ouais. Alors, moi, la chose que je voulais rajouter là-dessus, et puis après on passe au j'aime pas, je vous invite, si vous voulez, là en plus vous êtes il y en a qui nous regardent sur YouTube, il y en a qui sont là sur les podcasts, branchez le troisième but du Paris Saint-Germain hier, avec notamment, en fait, il y a l'action de Ramos, mais la temporisation de Kanguinli. Et pourtant Kanguinli, je suis pas fan, je suis pas je l'ai assez critiqué sur les dernières semaines, mais le fait que Kanguinli contrôle sa balle, et donc en fait quand il contrôle sa balle, ça fait arrêter la course du défenseur qui va avoir un temps de retard par la suite pour aller sur Hakimi, ça te change tout en fait. Il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de trucs comme ça qui font que ça change tout et que ça rentre. Et puis les buts sont magnifiques, ils sont construits, mais ils sont faciles pour celui qui doit terminer. Alors, à part celui de Dembélé où il dribble tout le monde et il met sa frappe du gauche. Mais sinon, tu as l'impression que c'est des frappes en une touche, que c'est du plat du pied, que c'est des réalisations qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on pouvait avoir en début de saison. Et donc le réalisme, il vient avec. Ouais, mais quand Kvara, il fait la petite déviation pour Dembélé, il appuie sur le bouton de Dembélé. C'est-à-dire qu'il lui offre un espace dans lequel lui, il s'engouffre et dans lequel il n'y a que lui qui peut faire ça, ou les mecs qui ont un pied gauche et une qualité de dribble et de conduite de balle comme il a. Alors, on a 2 j'aime pas pour aujourd'hui. On a réussi à en trouver des j'aime pas. C'est terrible. Je vais commencer par un j'aime pas commun, c'est celui de Abdellah et de Tidiane. Qui veut prendre la parole en premier? Tiens, tu veux y aller, Abdellah? Si tu veux. Allez. C'est difficile de trouver un j'aime pas sur un. Hormis la première mi-temps pour revenir sur le collectif, la première mi-temps en ronronnant, etc. Là, bon, j'aime pas s'adresse à. Si tu m'écoutes, Lucas Hernandez, effectivement, c'est son entrée que j'ai pas trouvé extraordinaire. Souvent en retard, mal placé. Il est fautif aussi sur l'un des buts. Il me semble, enfin pas seul, avec Beraldo. Attention à sa décharge, il a du mal, enfin il a été longtemps blessé, on en a déjà longtemps parlé, souvent parlé ici. On se remet pas comme ça des croisés une seconde fois en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, même si c'est pas le même genou. Absolument, c'est très très compliqué pour lui. Mais tu vois que c'est compliqué pour lui, notamment au niveau de ses mouvements, de ses déplacements, de son positionnement, même de ses automatismes aussi avec ses partenaires. Mon seul, c'est mon. Ce n'est du temps de jeu, je veux dire, c'est pas Kimpembe non plus. Même si évidemment la blessure elle est lourde et on ne se remet pas comme ça. Mais moi, plus globalement, j'aurais aimé qu'il puisse pouvoir être une vraie alternative concrète plus rapidement. Parce que, pour être tout à fait honnête, moi, dans cette idée d'un troisième défenseur central qui est incarné par Nuno Mendes, je pensais que ce rôle était beaucoup plus sur mesure pour un Lucas Hernandez, par son profil hybride, un peu latéral défenseur central qu'il a toujours cultivé, notamment en équipe de France. Pour moi, la qualité défensive aussi, qui est la sienne, un peu plus que celle d'un Nuno Mendes, aurait pu donner l'aspect sécuritaire que Luis Enrique recherchait à un moment et qu'on recherche toujours plus ou moins sur le plan défensif. Donc je me dis que c'est dommage qu'aujourd'hui, en fait, il soit utilisé beaucoup plus comme une variable que comme vraiment, pour moi, un membre de la rotation dans l'optique niveau de performance de l'équipe. Voilà, donc peut-être qu'il lui faudra une pré-saison complète, peut-être qu'il faudra attendre le mois de septembre prochain pour avoir un joueur totalement apte et concerné. Mais pour le moment, moi, je suis plutôt inquiet quand je vois ses rentrées en jeu et globalement ses performances. Abdellah l'a bien dit. Moi-même, je trouve sur la vitesse... Bon, ça n'a jamais été le genre une flèche. Non, mais il pouvait tenir en vitesse. Je veux dire, quand tu joues latéral dans des matchs internationaux avec les Bleus, je pense qu'il y a eu des clients un certain nombre de fois. Et là, moi, j'ai vu hier se faire prendre de vitesse par Cherki, qui, pareil, n'est pas non plus... je pense pas qu'il fasse 10 secondes au 100 mètres, Cherki. Marc, en fait, là où on est peut-être aussi biaisé, c'est que quand il est arrivé à Paris, il revenait des croisés aussi. Et on n'a quasiment pas vu d'impact dans sa saison, en tout cas d'un point de vue physique et d'un point de vue terrain. Alors, peut-être que ça a amené une fragilité qui a amené à son deuxième croisé par la suite, c'est une possibilité, mais en tout cas dans l'impact sur le terrain, on le voyait moins. C'est pour ça qu'on est un peu plus surpris et sévère maintenant. C'est pas le même retour, parce que si vous vous souvenez bien, Lucas Hernandez, quand il est au Bayern Munich et il se fait les croisés donc avec la Coupe du Monde, il revient... Pour la prépa du PSG. Il revient, c'est-à-dire à l'entraînement, le lendemain de l'élimination du PSG en 8e de finale contre le Bayern. Ah oui. Voilà. J'étais à Munich, je l'ai vu, et le lendemain sur ses réseaux sociaux, il met
un post pour dire qu'il est content de revenir à l'entraînement. Donc c'est quoi, c'est début mars? Donc on est début mars, et donc il a le temps de refaire des groupes, je crois quand même, de se réentraîner. Il a quelques mois devant lui. Là, le protocole est normal, mais c'est vrai que tu arrives, comme tu le dis, comme pour Kvara, tu arrives dans une équipe qui tourne, quoi. Donc après, ça se trouve dans un mois et demi, ça y est, il va retrouver le rythme, et dans le Money Time, il sera là dans la saison. Moi, cette blessure, elle m'interroge juste sur le fait que est-ce qu'il peut encore jouer sur ce poste de latéral gauche, et il n'est pas meilleur en défense. Je me suis attardé dessus hier pour voir à son entrée justement qu'est-ce qui allait se passer parce que quand il rentre, Nuno Mendes passe dans un rôle beaucoup plus offensif, et en fait la question c'était de savoir si Lucas allait prendre l'axe gauche et Lucas Beraldo allait être arrière gauche, parce que Luis Enrique a déjà testé Lucas Beraldo, ou si c'était Hernandez qui allait prendre latéral gauche et Beraldo qui restait dans l'axe avec Marquinhos. Finalement ça a été comme ça, c'est-à-dire que Beraldo est resté dans l'axe. Bon, ça veut dire qu'il le teste dans ce rôle d'arrière gauche ou de troisième défenseur central gauche. On termine avec toi, Marc. Ton petit j'aime pas. Il fallait en trouver un, mais c'est pas contre le PSG. Hein. J'ai pas trop aimé. J'aime pas globalement qu'on pointe du doigt un joueur pour insulter ses parents, ses proches. Et le Barcola va pas commencer à nous strike la chaîne là. Je trouve que c'est petit, et c'est à la fois avoir une méconnaissance du sujet autour de son départ. C'est un garçon qui est parti, qui a quand même permis à son club formateur de gagner 50 millions d'euros dans une période. Il faut quand même rappeler que Lyon, il court après l'argent à chaque mercato, et que ça leur arrive même de brader des joueurs tellement ils sont en manque de cash. Donc faut pas que les supporters de Lyon oublient ça. Et la deuxième chose, c'est que Lyon, ils n'ont pas fait grand-chose non plus pour le retenir. Ils lui ont même pas proposé une prolongation de contrat, alors qu'il touchait, je crois, un salaire qui était à peine supérieur à 30 000 euros brut. Ce qui est pas, c'est pas énorme pour les standards du foot, j'entends. Et donc, je suis un peu gêné parce que ça y est, on a trouvé un bon refrain. On se permet d'insulter copieusement un joueur. Il faut rappeler le contexte et ce que peuvent reprocher les Lyonnais. Oui, je dis pas que j'excuse. En fait, ils reprochent aux joueurs d'avoir quitté le club dans un moment, d'avoir été un des premiers à quitter le club dans un moment où le club allait pas bien. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il ait eu les messages d'amour. Il y a une petite story Instagram qui va passer. Sur les réseaux sociaux, dans lesquels il affirmait où il déclarait son amour à l'OL pour. En gros, pendant l'été, décalage entre. Pendant l'été, c'était plutôt vers juillet. Barcola est arrivé à la fin août au Paris Saint-Germain, et vers juillet, il fait notamment une story Instagram dans laquelle il poste une photo de lui jeune avec un maillot de l'Olympique Lyonnais et avec les emojis des couleurs de l'OL et un lion. Bon, d'un air de dire, en gros, je suis là. Et il se passe que il a un peu, sur la fin du mercato, poussé pour pouvoir partir aussi, malgré le fait qu'il y ait une très belle offre et que il y a des supporters qui peuvent rager parce qu'il y a des mecs qui partent gratuitement. Moi, ça m'arrive, voilà. Mais là, il a donné 50 millions à son club, et Barcola n'est pas le seul à être pris à partie par les supporters lyonnais, puisque Castello Keba, qui est aussi formé au centre, il y a aussi une culture de ramener presque 40 millions d'euros au club, mais il y a aussi une culture à Lyon de se dire que les jeunes, on les voit un peu avec l'équipe première avant qu'ils partent complètement s'épanouir ailleurs, quoi. En fait, je suis d'accord avec toi. Faut pas oublier quand même. C'est pas une excuse. Et là encore, je ne légitime absolument pas les insultes. En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est juste de pas avoir la mémoire courte et d'essayer d'avoir une vision globale quand on se met à taper sur un joueur. Il faut juste rappeler que 6 mois auparavant, avant ce départ, Barcola était en réserve et qu'il n'y avait personne pour le sauver, que le club était à 2 doigts de le prêter à Saint-Gall en Suisse, et il n'y avait personne pour le sauver non plus. Donc, à un moment, les gars, il a fait une super demi-saison avec vous. Oui, il a dit qu'il était amoureux de Lyon, et je pense qu'il l'est toujours, parce qu'en plus, sa famille y vit toujours et il y va de temps en temps. Mais la réalité, c'est que le football, c'est comme n'importe quelle carrière, que ce soit journaliste, dans la finance. Il y a un moment donné, il y a des opportunités de boulot qui se présentent à vous, et puis vous y allez parce que le challenge est plus intéressant, la rémunération elle est meilleure, et puis vous vous retrouvez peut-être dans une entreprise qui a un step au-dessus de celle dans laquelle vous êtes. C'est ce que Bradley Barcola a fait. Il est parti se challenger dans une équipe qui marche mieux que celle de l'OL. Voilà.
la raison a pris la place du cœur. Voilà. Mais globalement, il a encore un peu charrié les Lyonnais, juste, je termine Oui. là-dessus, mais hier, il y a Achraf Hakimi qui a posté une photo Instagram, et il y a Barcola qui a commenté en disant, comment il a dit? Il a dit, attends, je vais te dire exactement ces mots, parce que voilà. Dans le 69, Pélo, 69, c'est le nom enfin, c'est le numéro du département de Lyon, voilà. Donc il a un peu charrié. Ouais. Mais plus globalement, ça devient difficile. Enfin, les joueurs sont pas liés à vie au club. Ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a, du côté des supporters, de plus en plus de mal à l'intégrer. C'est-à-dire que à partir du moment où un joueur part, c'est forcément un traître. Adrien Quel que Rabiot. soit le bilan qu'il laisse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il part, en fait, tu te rends compte que ça devient presque une exception quand les choses se passent bien et que le mec revient et que il est, je veux dire, on se sent presque obligé de le signaler quand il y a un retour et que le mec est acclamé. On va le dire. Ah, regardez, il a reçu une belle ovation. Comme si, en fait, je pense que ça devrait être presque l'inverse, quoi, qui devrait être la normalité. Mais bon. Non, mais c'est sûr que dans le football moderne, tu as de moins en moins de footballeurs même formés qui restent toute leur vie au sein du club. Ça On en a n'existe parlé plus. 1000 fois, ça n'existe plus. Des joueurs à la Rossi ou à la Totti, pardon, ou même à la Gerrard du côté de Liverpool. Non, mais ça n'existe plus, enfin, ou très peu des joueurs comme ça qui s'identifient à leur club ou dont les supporters s'identifient à ce joueur-là. C'est beaucoup plus complexe. Pour revenir très rapidement sur Barcola, effectivement, il n'y avait pas eu suffisamment de transparence à l'époque concernant son transfert du côté de Lyon, non, on va pas le lâcher, etc. Alors qu'effectivement, ça discutait en interne de son transfert. Mais non, mais je terminerai avec ça, Marc. Tu peux pas éduquer les masses. Voilà, ça n'existe pas. Hélas, C'est compliqué. Hein. Bah non. Mais et juste pour terminer sur ça, sur ce qui s'est passé hier, donc il y a eu des insultes de la part des supporters lyonnais, de très tôt avant le match jusqu'à peu près tout le temps, hein, pendant la rencontre. Et le match a été... il y a eu un arrêt, pas un arrêt, mais après le deuxième but parisien, il y a eu un message du speaker pour faire arrêter les chants. Il n'y a pas eu de deuxième message, les chants n'ont pas forcément tout le temps arrêté. Mais c'est pour dire que voilà, les interventions du speaker pour des chants insultants ne se passent pas qu'au Parc des Princes. Voilà. Je crois qu'il a intervenu plusieurs fois, il n'est pas Non, intervenu deux fois. Peut-être une deuxième fois. Une Peut-être une deuxième fois. ouais. Et peut-être une deuxième Moi, fois. je serais joueur, j'entends ça, je suis Barcola, moi, je leur fais un énorme doigt d'honneur, en fait. Ouais, mais, non, Ouais, tu mais vois. bon. Oui, mais ça marche Et pas puis comme après, ça. je vais m'expliquer pourquoi j'ai fait ça, en Oui, fait. mais ça Ce qui marche se pas passe comme ça. avec les arbitres aujourd'hui, C'est ça pas me ouf. gonfle. C'est pas fou. Rien à foutre. Allez, on va faire le premier débat. On a clos maintenant ce j'aime pas. On va faire le premier débat sur Achraf Hakimi. La question, c'est de savoir si Achraf Hakimi est l'arme fatale de Luis Enrique. Pourquoi je vous pose cette question-là? Déjà parce qu'il met un doublé hier. Bah oui, Voilà. pourquoi? Non, Bah non, ouais, c'est pas voilà. possible. Et parce que, vous me dites si je me trompe, c'est un ressenti perso, j'avais l'impression que Achraf Hakimi était peut-être un peu moins en évidence sur les dernières semaines, Ouais. et qu'en fait, quand on a besoin de lui, il sort de sa boîte et tu as une genre d'arme fatale. Alors, Tidiane, je vais commencer par toi. C'est par son profil qu'il est si déroutant, Achraf Hakimi, et qui peut magnifier un collectif comme celui de Luis Enrique? C'est par son profil, c'est par sa mentalité. Mais t'évoques le fait qu'on l'a peut-être un petit peu moins vu à un moment, mais est-ce que c'était pas la mécanique naturelle d'une équipe qui tourne mieux? Parce moi je me rappelle être venu ici il y a quelques mois, on avait justement parlé d'Achraf Hakimi et on s'était dit mais en fait c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Donc on savait pas trop s'il fallait s'en féliciter ou pas. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, s'il apparaît un petit peu moins au-dessus du lot, c'est peut-être aussi parce que mécaniquement, le reste du collectif a haussé le niveau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, sur vraiment le joueur en tant que tel, on en a parlé. Pour moi, l'arrivée de Luis Enrique est un tournant dans sa carrière parisienne parce qu'il est passé de variable à pièce essentielle. Que ce soit dans les responsabilités qu'il a. Aujourd'hui, il est, je crois, vice-capitaine. Il fait partie des Il vice-capitaines. fait partie des vice-capitaines, mais même sur le terrain. Aujourd'hui, Hakimi, le standard technique est plus élevé, son registre de jeu est beaucoup plus varié. On lui demande de faire beaucoup plus de choses. Ce n'est plus un simple arrière latéral droit ou piston. Je veux dire, moi je me rappelle les débats au début, on se demandait s'il pouvait jouer dans une défense à 4. On se disait, mais... À l'Inter, il jouait piston, super offensif. Oui, etc. c'est pas défendre, c'est compliqué. Donc, je veux dire, c'est quand tu vois ce qu'ont été les débats autour d'Hakimi et l'évolution naturelle sur la réflexion de ce joueur que tu te rends compte que,
En fait, il a résolu quasiment toutes les énigmes autour de lui. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un des joueurs les plus incontournables. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième joueur le plus utilisé en Ligue 1 par Luis Enrique derrière Pacho. Donc, non, aujourd'hui, joueur incontournable et personnalité aussi incontournable du vestiaire parisien. Je suis peut-être tatillon, mais il avait plus marqué jusque depuis le 30 novembre. C'est énorme quand même pour un mec comme Non, ça. il est justement là le truc. C'est qu'à un moment, Sur la effectivement, période quand faste, tu nous posais la Sur la question. période face du Paris Saint-Germain, Quand- Achraf Hakimi n'avait pas marqué. Absolument, quand on venait ici, que Bruno ou toi nous posiez la question sur Achraf Hakimi, on a eu beaucoup plus de facilité autour du plateau pour désigner le joueur du match. Voilà, celui qui. Mais aujourd'hui, avec le collectif que Luis Enrique a mis en place, il est beaucoup plus difficile pour nous de distinguer le joueur du match. Mais justement, ça signifie que Luis Enrique a réussi d'une certaine manière dans son projet. Aujourd'hui, quand tu me demandes quel est le meilleur joueur du match, j'ai du mal à te répondre. D'ailleurs, T'as Joao Neves, t'as Dembélé, t'as Hakimi. Quand Kvara a son trophée hier, je sais pas vous, mais moi j'étais assez surpris. Je me demandais, tu ça vois, pouvait être Hakimi, ça pouvait absolument. être... Aujourd'hui, ça porte à débat, tu vois. Alors qu'à l'époque, il y a quelques semaines, on disait, bah non, finalement, il a tiré son épingle du jeu plus qu'un autre, etc. On a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à donner l'homme du match. Mais pour Hakimi, effectivement, enfin, tu as tout dit de manière brillante, Hakimi, effectivement, c'est l'une des pièces maîtresses. Je ne dirais pas que c'est la pièce maîtresse. C'est l'une des pièces maîtresses. Surtout avec ce que je viens de te dire vis-à-vis de Luis Enrique. Il n'a pas, pour moi, la pièce maîtresse. Si tu me poses la question de savoir quelle est la pièce maîtresse de Luis Enrique, C'est Luis Enrique. c'est Luis Enrique. Et son Et prolongement. lui, il le pense peut-être aussi lui-même. Je termine. Et son prolongement sur le terrain, c'est Joao Neves, à mon sens. À ton sens. À mon sens. Plus que Vitinha. Plus que Vitinha. Je dirais que le prolongement de Luis Enrique dans l'état d'esprit, dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, et on a eu du mal à le comprendre. Parce que la façon dont il a parlé de Vitinha après la Ligue des Oui, Champions, je suis entièrement quand même, d'accord. Attention, je n'aurais pas. c'était Vitinha, presque textuellement ce qu'il dit. Je suis Après, entièrement- choisir entre l'un et Attendez. l'autre, c'est quand même quelque Non, chose mais de bien sympa. sûr, Tu vois. on parle d'une très belle colonne Choix de riche. vertébrale. C'est un choix de riche, évidemment. Là, ça, c'est mon opinion, évidemment. Mais Hakimi, depuis qu'il est sous les ordres de Luis Enrique, il a même varié, en fait, tu vois, sa façon de jouer. Tu vois, on parlait d'un latéral, c'est un piston extérieur, un piston intérieur qui trouve des automatismes très rapides avec ses partenaires. L'année dernière, enfin il y a quelques semaines, c'était avec Dembélé. Hier, c'était avec Kvaratskhelia, pardon. Non. Mais très fort Hakimi. L'une des pièces maîtresses, pas la pièce maîtresse. Attention, Romain. C'est son deuxième doublé avec le Paris Saint-Germain. Son premier doublé, c'était lors de son deuxième match quasiment. C'était à 3. Metz. C'était à Metz. Ouais. C'était à Oui, Metz. le but à la dernière minute. Exactement. Et les passes D, Le Romain. passe de Neymar. Les passes passes D, je les compte pas, mais Ah non, il faut quand même bien les sûr. compter pour un Ah bah bien sûr. Si. Mais est-ce que dans ce profil qu'il a, je reviens sur le profil, mais ce fait de pouvoir alterner arrière droit, milieu de terrain, d'être véritablement un peu ce que demande Luis Enrique, pouvoir jouer plusieurs postes, est-ce que ça le rend complètement imprévisible? Parce que je pense un peu à Liverpool. Il y a un duel à distance, Alexander-Arnold, Hakimi, où tu as... Il va falloir qu'il défende. Oui, alors faudra défendre aussi, mais tu as l'impression ces deux latéraux droits hyper modernes qui peuvent jouer autant au milieu de terrain qu'au poste d'arrière droit. Tu as l'impression que c'est les clés de leurs équipes si tu arrives à les gérer, quoi. Ouais, côté Paris, c'était quand même. Ça faisait 3 ans que tu essayais de le faire et puis tu trouvais pas la formule. Après, tu trouves pas la formule parce que. Bon, bah, t'as Neymar, Messi, Mbappé aussi devant. Tu vois, c'est compliqué pour lui aussi de se projeter. Je crois qu'avec Di Maria, c'était pas le grand amour non plus. Donc, tu vois, c'est aussi une question d'association. C'est aussi une question du coach qui te trouve le bon équilibre entre lui, posséder le ballon, te placer sur le terrain. Et puis, moi, comme disait Tijani, en fait, je trouve pas que c'est la pièce maîtresse parce que je pense que ça l'était. Mais je crois que ça l'est plus parce qu'en fait le collectif il a monté, il a pris le dessus. Il est venu à hauteur de ce que faisait Achraf Hakimi ou de ce que pouvait faire Achraf Hakimi. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas, je ressors pas un joueur plus qu'un autre. Enfin si, j'en ressors 5, 6, 7 peut-être, tu vois, mais pas que Achraf Hakimi qui au passage a déjà mis autant de buts que lors de ces deux dernières saisons et distribué 5 buts donc et distribué 10 passes décisives. Donc je pense qu'il va encore faire gonfler ça, quoi. Est-ce que je parle pas de la prolongation de Luis Enrique, mais sur les prolongations de joueurs, là on avait Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, plus les jeunes. Est-ce que pour vous celle d'Hakimi c'était la plus importante? En tout cas, elle envoie un message très positif parce qu'aujourd'hui, il est un cadre du vestiaire. Et aujourd'hui, faut pas ignorer ce que représente Achraf Hakimi sur l'échiquier international du football.
on a un regard très européen, mais si vous avez un regard sur le continent africain, je crois qu'il a dépassé les 80 ou les 90 sélections avec le Maroc. Il a été, lors de la dernière CAN, un joueur très très important. Vous avez vu ses performances aussi aux Jeux Olympiques qui ont aidé le Maroc à aller très très loin dans cette compétition et même à obtenir une médaille de bronze, si je ne dis pas de bêtises. Donc on parle aujourd'hui d'un joueur qui est extrêmement référencé sur l'échiquier du football européen et mondial, même s'il joue à un poste un peu plus ombrageux, donc qui ne va pas lui donner la résonance d'un attaquant. Mais non, aujourd'hui, il y avait un vrai enjeu autour de sa prolongation. Surtout quand on voit comment le poste de latéral droit peut être un petit peu, je ne vais pas dire sinistré, mais... C'est difficile de trouver des prospects extraordinaires. Quoi. Quand on a parlé d'Alexander Arnold, mais il y en a... Moi, j'estime que c'est un joueur extraordinaire. Quand bien même il ne sait pas défendre ou il ne veut pas défendre, quand tu as un tel éventail de passes dans les pieds, en fait, n'importe quelle équipe pourrait se satisfaire d'avoir un tel atout dans son équipe. Mais je veux dire, aujourd'hui, même dans les grandes équipes européennes, il n'y a pas des latéraux du niveau d'Achraf Hakimi. Manchester City qui est obligé de faire jouer Kuzanov arrière droit pour jouer sur Vinicius. Le Real qui a la blessure de Carvajal certes, mais qui a quand même envoyé Lucas Vazquez au feu plusieurs fois depuis des années, ou Valverde récemment. Donc aujourd'hui, c'est pas un luxe pour le PSG de pouvoir compter sur Hakimi, que ce soit en termes de message, la symbolique très importante d'avoir un joueur qui s'inscrit dans l'esprit club, mais aussi d'un point de vue purement sportif. Et puis il y avait tout cet aspect de... on le voyait tous partir en fait, non ? Il y a un an de ça, il y a un an quasiment tout pile, on apprend que Mbappé prolonge pas. Attends, tu veux m'emmener là-dessus ? Enfin, tu veux nous emmener là-dessus ? Moi, j'aurais pas sur la question. Là, j'étais parti sur autre chose. Non, moi, je pense que c'est pas lié à Mbappé en fait. Mais on se disait, enfin, je suis peut-être crédule, hein, mais Mbappé qui prolonge pas, on sait qu'il va signer au Real Madrid. Le pote Hakimi qui est formé au Real, le Real qui a pas d'arrière droit, Mbappé qui est son meilleur pote qui y va. Mais ils l'ont même approché. On se disait que ça pouvait être évident qu'Hakimi partirait là-bas. Ça pouvait être évident, mais ils l'ont même approché. D'ailleurs, il s'est posé quelques questions, mais voilà, dans un temps très très court, le club a réussi à le remettre un petit peu, en selle et à lui faire comprendre qu'il serait probablement et sûrement l'un des cadres du vestiaire au départ d'Mbappé. Il est légitime de se poser ce type de questions au départ d'Mbappé, puisqu'ils c'était deux doigts de la main. En revanche, juste moi, je voulais revenir sur hier. Il a éprouvé quand même quelques petites difficultés face à Fofana. Ouais. Et là, effectivement, tu te projettes sur le match de Liverpool, évidemment, puisque la Ligue 1, allez, ça, c'est réglé. Tu te projettes sur le match de Liverpool, en face de lui, face à Liverpool, il y aura soit Luis Diaz, logiquement, en principe, c'est Luis Diaz. On ne sait pas encore. En principe, ça pourrait être Luis Diaz. Il aime bien mettre Luis Diaz dans l'axe. Il aime bien mettre Luis Diaz, ouais. Imagine, voilà. Là, tu sais pas comment. Moi, j'attends de voir ce que pourrait mettre en place justement Luis Enrique à ce moment-là. Est-ce qu'il va lui demander de jouer comme il joue depuis des semaines, voire des mois, davantage, en piston. Est-ce qu'on va lui demander, de rester davantage sur un aspect, plus défensif, parce que face à Liverpool, ce sera une toute autre paire de manches. Oui, mais avec un PSG qui, je pense, sera quand même à l'initiative du jeu en termes de possession. Parce que vous avez tous vu, je pense, à part Romain, le Manchester. J'ai pas encore vu. En fait, j'ai pas encore vu. Il connaît pas le résultat. Je vais être honnête parce que c'était une conversation off, mais en gros, je n'ai pas encore vu Manchester City Liverpool parce que j'ai dû faire un choix hier avant d'aller au stade à Lyon, et le choix, je l'ai fait sur Real Madrid Girona. Voilà, m'en voulez pas. Je m'étais dit, je vais plus regarder en replay Manchester City Liverpool que regarder Real Madrid Girona. Et si je t'ai lâchement dénoncé, c'est parce que je n'estime que ça ne porte pas atteinte à ton intégrité morale de journaliste. Et je sais que tu referas tes devoirs en temps et en heure. Ouais. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est que moi, j'imagine un PSG qui a eu combien, 60-65% de possession face à City. Je pense que ce sera à peu près dans les mêmes proportions contre Liverpool. Donc, l'enjeu pour moi, il est autant sur le jeu avec ballon que le jeu sans ballon. Ouais. On veut un peu agiter les fantômes en se disant... Attention défensivement, etc. Mais moi, si Achraf Hakimi, il laisse partir une fois son défenseur, mais qu'à côté de ça, il génère 2, 3, 4, 5, 6 occasions franches de par son mouvement et son activité côté droit, le ratio sera positif. Évidemment. Marc, est-ce que tu voulais terminer sur Achraf Hakimi ou pas ? Pour répondre à ta question, oui, c'est l'arme fatale. Non, mais est-ce que c'est la recrue la plus importante de... Oui, avec la prolongation la plus importante des trois. Je pense que c'était... moi, sur le papier, si tu m'avais dit il y a 6 mois...
Ouais, plus que ça, parce qu'en fait, il y a 6 mois, il avait a quasiment déjà signé. Non, mais en début de saison. Mais tu m'as dit, on va le prolonger et tout. Je t'aurais dit, ah ouais. Parce que c'est quand même, pour moi, celui qui a le plus la cote sur le marché. Bon, finalement, celui qui a été le plus difficile à prolonger, je pense que c'est Nuno Mendes, parce qu'il y a Ruben Amorim qui est arrivé du côté de Manchester et qui a le même agent que lui. Donc ça a un peu perturbé l'affaire. Et puis Vitinha, bon, il y a quand même un agent qui est proche de la direction et il clamait haut et fort qu'il voulait rester. Donc ouais, c'était moins difficile. Donc ouais, je pense que c'est une performance et surtout la durée de contrat, tu reprolonges de 3 ans, c'est un vrai signal qui a été envoyé. Voilà pour Achraf Hakimi, une des armes fatales. Il y avait aussi un autre truc qu'il faut quand même dire, c'est quand même qu'Achraf Hakimi, il a une affaire qui n'est pas encore résolue. Il est mis en examen pour viol. Voilà, et malgré ça, il se sent bien à Paris, il reste à Paris, malgré aussi une situation familiale qui est un peu complexe quand même. Il est toujours là, donc je pense que ça montre aussi sa foi dans la direction que prend le club. Voilà pour Achraf Hakimi, c'était le premier gros débat. On va faire une petite pause et puis on restera 2 petits débats, le fait d'être invaincu en Ligue 1 et on parle de la Coupe de France. Tournoi des 6 Nations 2025. Ici, on pousse pour le 15 de France. Les Bleus, toujours en course pour la victoire du tournoi. 4e journée, Irlande, France, depuis l'Aviva Stadium de Dublin. Ici, écoutez Irlande-France, ce samedi dès 15h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Tidiane Nimbo, Marc Méchenois et Abdellah Boulma. On va parler maintenant de la Ligue 1, du fait d'être invaincu. J'ai eu un petit bug. Du fait d'être invaincu. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain a donc joué son 23e match de Ligue 1 hier. On est sur une Ligue 1 à 18 clubs, donc plus que 34 journées, donc plus que 11 matchs. 11 matchs. On n'en a pas perdu. On n'en a pas encore perdu un. Je rappelle que ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a déjà été proche de le faire. C'était en 2015-2016. Ils avaient fait 27 matchs d'invincibilité avant de perdre une rencontre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait donc 20 clubs, 38 rencontres. Et donc, il restait 11 matchs. 11 matchs au Paris Saint-Germain pour pouvoir être invaincu. Je vais vous faire écouter un son. Nuno Mendes est venu hier un peu en zone mixte et on lui a posé la question de savoir ce que ça lui faisait d'avoir cette invincibilité et de savoir si lui en faisait un objectif. On écoute Nuno Mendes. C'est l'objectif de toute l'équipe, pas perdre des matchs. Nous, on n'a pas perdu jusqu'à aujourd'hui. On essaie de continuer, de ne pas perdre des matchs. Comme ça, on sera plus proche de le trophée. On ne sait pas si dans le français qui est bon d'ailleurs, parce qu'on comprend très bien quand Nuno Mendes veut parler, français. Mais on ne sait pas s'il dit notre objectif c'est de ne pas perdre tous les matchs ou si c'est l'objectif c'est d'être invaincu quand même. Donc je vous pose la question de savoir si c'est un objectif qui est de plus en plus assumé par le Paris Saint-Germain. Abdellah, est-ce que tu ressens cette envie spéciale en Ligue 1 de finir cette saison invaincue ? La question avait déjà été posée en conférence de presse, me semble-t-il, à Luis Enrique. Il avait envoyé balader le journaliste qui avait posé ça. La question. Je ne sais pas. Enfin, oui, un objectif. C'est une symbolique plus qu'autre chose, en fait. On parle de symbolique, là. Enfin, c'est une symbolique, toi, de finir invaincu ? Pour moi... c'est une prouesse. Non. Pour moi, ça reste une symbolique. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le football, évidemment, le contenu des matchs, les résultats. Et bien évidemment, tu peux poser la question à n'importe quel joueur professionnel, les trophées. Les trophées, on veut quelque chose de matériel, ce sont les trophées. Et si à la fin, il y a une Ligue des Champions, il y a une Coupe de France et le championnat, c'est ce que retiendra le joueur professionnel. En revanche, effectivement, si tu poses la question à n'importe quel supporter, oui, c'est plutôt sympa de rester invaincu jusqu'à la fin de saison. Là, il y a celui de Milan, la 38, il y a un match. C'est 38 matchs. C'est 38 matchs à l'extérieur et là, maintenant, on a eu le 36e hier. 36e. Donc, il reste 2 matchs avant de faire tomber, d'égaler celui de Milan, ce qui est déjà énormissime. On rappelle, Milan, c'était dans les années 80, années 80 et début 90. C'est le Milan de Saki. Ouais, c'est ça.
On parle pas de n'importe qui, Oui, effectivement. Et non, pour moi, franchement, ça reste de l'ordre de la symbolique. S'ils se plantent entre-temps, il y a un match s'ils se plantent sur un match et qu'effectivement ils vont récupérer le titre, on va retenir l'histoire du titre et non pas l'histoire de ces 35-36 matchs invaincus à l'extérieur ou 3 mois invaincus depuis le mois de novembre, depuis le match du Bayern, il me semble-t-il. Donc non, rien de... Est-ce que c'est de l'ordre de l'anecdotique, Tidjani ? Ça reste un objectif honorifique. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça n'a pas été un sujet plus important que ça dans une saison où le PSG avait, j'ai envie de dire, d'autres chats à fouetter. Quand ta qualification en Ligue des Champions est compromise jusqu'à très tard dans la campagne, quand tu as des problèmes à résoudre prioritaires sur l'efficacité offensive et d'autres, en fait, tu peux pas non plus la ramener et dire que l'objectif de ta saison, c'est de finir invaincu, puisqu'on va dire, attends, il y a d'autres choses un peu plus importantes. Surtout la part du PSG. Voilà, Abdallah parle des trophées, il a raison. Donc ça reste des objectifs honorifiques. Maintenant, moi, je trouve quand même que ça traduit une mentalité, un état d'esprit. Et ça, quand on parle, encore une fois, je vais faire mon trait d'union avec les autres grands clubs européens, dont certains d'ailleurs on parle de l'Arsenal de 2004, les Invincibles. Il y en a eu d'autres. Il y a eu en fait, il y en a eu quelques-uns des récents. Il y a eu donc les Invincibles, on le connaît. Il y a eu la Juve sous Allegri qui l'a fait une fois. Et l'année dernière, il y a le Bayer Leverkusen. Allegri ou sous Conte. Je crois que c'est sous Conte. C'est peut-être sous Conte. Il me semble que c'est. Et l'année dernière, il y a le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui termine sa saison invaincu. Et au niveau international, tu as l'Algérie aussi avec la 34 qui avait fait 34, beaucoup de bruit. Mais donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça traduit une mentalité. Et aujourd'hui, on a un PSG qu'on décrit comme étant dans un quotidien où il y a de l'excellence, où il y a de l'ambition, où il y a de l'exigence aussi. Et moi, j'ai trop souvent vu un PSG qui, notamment sur ces fins de saison où ils avaient énormément d'avance en Ligue 1, se relâcher et où on disait, ils sont en roue libre, donc finalement, ça ôte même un petit peu d'intérêt. Et en fait, moi, je trouve que si tu vas au bout de cette saison en restant invaincu, ce sera une nouvelle illustration que ce que met en place Luis Enrique, c'est pas du flan. C'est-à-dire que s'il a vraiment un groupe d'une vingtaine de joueurs qui est concerné jusqu'au bout, qui peut tourner, qui peut montrer qu'il est impliqué, et qui, pour moi, ça montrera qu'en fait, ce qu'il prétend mettre en place en conférence de presse, ça se vérifie. Ce sera appliqué sur le terrain. Je peux vous donner un petit point calendrier, si vous voulez, pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1, parce qu'on avait donc ce déplacement à Lyon. Moi, je vous le dis d'un point de vue perso, si je disais que si on ne perdait pas contre Lyon, à Lyon, là-bas, c'était quasiment assuré. Je vous donne les affiches. On a en Ligue 1 Lille au Parc des Princes, la semaine prochaine, 3 jours avant Liverpool. Ça peut être dangereux. Voilà. On a un déplacement à Rennes. Le Rennes d'Habib Bey, ça sera après le match aller de Liverpool. On a le Classico face à l'Olympique de Marseille après le match retour de Liverpool. Et après, c'est à Saint-Etienne, Angers, à Nantes, Le Havre, PSG-Nice. Nice, pourquoi pas. Strasbourg-PSG, ça a toujours été un peu compliqué à Strasbourg. Oui. Montpellier-PSG, PSG-Auxerre. On n'affronte plus, c'est pas non plus des cadors, etc. Marc, tu le vois comment ? Est-ce que tu penses que c'est un objectif interne de la part des joueurs ? Je sais que l'année, c'est peut-être pas l'année de Galtier, mais ça se disait quoi. Non, c'était pas vrai en fait. Moi, je pense que c'est pas un objectif. En tout cas, pas maintenant, parce que il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Non. Il est encore, c'est trop tôt en fait à lire. Voilà, pour ceux qui ont eu la référence. Non, mais c'est encore trop. Pas du tout. Voilà. Voir la flamme qui débarque là comme ça là. Oh là, il a sorti ça. C'est une ref à la flamme avec Jonathan Cohen. Voilà. En fait, non, je regardais le calendrier. Paris joue Liverpool donc les 5 et 11. Et s'ils sont éliminés, en gros, il leur reste la Coupe de France et le championnat. Donc là, tu pourras te dire que oui, tu veux rester invaincu puisque en fait, tu vas jouer plus qu'un match par semaine globalement. C'est ça ton calendrier. Or, là, si tu poursuis ta route, ton calendrier se densifie et je pense que Luis Enrique, son objectif, c'est pas de se dire il faut que je reste invaincu, c'est plutôt de gérer son groupe. Donc il y a des fois où il va faire tourner et il va envoyer une équipe, je vais pas dire bis, mais dans laquelle tu as peut-être un poil moins de sécurité, quitte à perdre un match ou deux, s'il a fait souffler
souffler ses joueurs. Je pense que pour lui, c'est là l'essentiel. Et je regardais un point de comparaison, je regardais les temps de jeu des joueurs de Liverpool et les temps de jeu des joueurs du PSG. Donc on va comparer à poste équivalent. Le joueur qui a le plus joué à Liverpool, c'est Virgil van Dijk. Il a joué 3237 minutes et le joueur qui a le plus joué au PSG, il joue au même poste. Il a joué 2748 minutes. Donc ça veut dire qu'il a joué 500. William Pacho. Et donc il a joué 600 minutes de moins. Voilà, 500 minutes de moins. 500 minutes de moins, ça fait 4 matchs. Non, c'est 6 matchs. C'est quand même énorme en fait en termes de. C'est énorme. Voilà, en termes de gestion. Donc je pense que là, l'objectif pour Luis Enrique, c'est plutôt de bien gérer ses troupes, de les avoir dans des formes optimales au moment adéquat, plutôt que d'être invaincu jusqu'à la fin de la saison. Bon, on verra ce que ça donnera. Finalement, tu es le seul, Romain. Moi mais moi, je trouve que c'est un marqueur. Moi, je trouve que, si je me permets de donner mon avis, c'est que quand tu es un club qui marche bien, qui a une période faste, j'aime bien que ça soit matérialisé par des marqueurs forts. Mais j'ai l'impression que c'est terminé invaincu, c'est un marqueur fort. Le PSG de Luis Enrique, c'est lui qui a fini invaincu. Tu retiendras quoi? Tu retiendras une élimination en huitième de finale et être invaincu en championnat? Une frustration. Après, tu préfères passer Liverpool et te dire que tout est ouvert, mais peut-être que tu vas perdre 1 ou 2 matchs et que la gestion de Luis Enrique, elle va te permettre d'être au top physiquement jusqu'à la fin de saison. En toute honnêteté, connaissant, je ne connais pas personnellement Luis Enrique, mais au regard de tout ce qu'il fait au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, je pense qu'il n'en a rien à faire. Tout simplement. Ouais. Mais en même temps, il est capable de péter les plombs. Le jour de PSG Toulouse l'année dernière, alors que son équipe est championne le soir même, mais qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu dans le match et que son équipe a perdu. Sacrément dégueulasse. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il est champion ce jour-là. Et malgré tout, il est ronchon parce que son équipe concède seulement sa 2e défaite de la saison. Donc cette exigence, il l'aura jusqu'au bout. Et moi, je ne suis pas en désaccord avec toi, Romain, sur ce que tu dis sur les marqueurs parce que on a parlé de Conté, on a parlé des Invincibles. En France, on a Suodo aussi, le Nantes à l'époque, qui nous a laissé une belle trace en termes de jeu. Mais il y a eu aussi des séries d'invincibilité très spectaculaires réussies par ces clubs. Donc ça compte. C'est pas ce qui compte le plus, mais ça aide à se rappeler d'une époque. On va terminer cette émission avec le dernier débat et on se projette sur ce match à Rennes qui sera bien sûr à suivre sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Le coup d'envoi il est à 21h10 face au Stade Briochin, donc ça sera au Roazhon Park à Rennes. Saint-Brieuc qui va découvrir le Roazhon Park puisqu'ils jouaient avant leur match de coupe dans leur stade à Saint-Brieuc. C'est là-bas qu'ils ont éliminé Nice notamment. Saint-Brieuc, Paris Saint-Germain, donc 21h10, c'est prise d'antenne vers 21h sur France Bleu. Sur France Bleu, fallait que je le dise une fois. Sur ici Paris Île-de-France. Qu'est-ce qu'on a à craindre sur ce match-là? Est-ce qu'on a à craindre quelque chose? Parce que, je le rappelle, il s'insère aussi dans cette période très très dense avec, moi je le dis tout le temps, des matchs tous les 3 jours pendant 2 mois, du 12 janvier au 16 mars, je connais les dates par cœur. Et qu'est-ce qu'on a à craindre de ce match-là? Est-ce qu'on a seulement à craindre des pépins physiques? Est-ce qu'on a à craindre d'un adversaire qui joue en N2 et qui peut peut-être se qualifier pour une demi-finale de Coupe de France? Étrangement, on s'est posé les mêmes questions face à Espali. Ouais. Et Espali marque à la 3e minute. Espali égalise. Espali a secoué le Paris Saint-Germain. Ouais, mais t'as pas tremblé. Oui. Non, attends, voilà, je m'attendais à cette invective de Marco. Évidemment que t'as pas tremblé, mais attention. C'est des matchs évidemment à prendre au sérieux. Et je me souviens que le PSG n'a pas tremblé. C'est parce que le PSG n'a pas tremblé. Il s'est fait un peu secouer. D'ailleurs, je me souviens qu'à la mi-temps, Luis Enrique avait sorti Zagué, avait sorti Ruiz et avait sorti Mayoulou. D'ailleurs, Zagué, on le voit, voilà. On le voit plus depuis. On le voit plus depuis. Donc, voilà ce qui témoigne, du fait que Luis Enrique veut prendre, ces rencontres au sérieux. Peut-être qu'il fera tourner à ce moment-là, mais il faudrait que les remplaçants soient véritablement impliqués. Je terminerai avec ça. Franchement, intrinsèquement parlant, logiquement, le PSG, même face à une N2 et une N3, en 30 minutes, logiquement, je dis bien
en théorie, tu dois plier le match en 30 minutes. Si tu fais le travail sérieusement, tu dois plier le match en 30 minutes. Alors, je vous donne juste où en est le Stade Briochin. Donc, le Stade Briochin est en National 2, dans la même poule que Bordeaux. Ils sont dans la même poule que les Girondins de Bordeaux. Bordeaux est premier d'ailleurs. Bordeaux est deuxième. Avec les voltigeurs de Châteaubriand. Avec les voltigeurs de Châteaubriand. Tu connais ça? C'est vrai en plus. Les voltigeurs de Châteaubriand qui sont 13e sur 16. Bordeaux est deuxième derrière Saint-Malo. Et le Stade Briochin est 9e de cette. Ouais, Saint-Malo, ils sont repassés devant parce que mais je Bordeaux, savais pas ils ont de perdu 2 Bordeaux. matchs. Ah, d'accord. Ouais, Bordeaux, ils ont perdu 2 matchs de C'est suite. pas que ils sont retombés Oui. très bas. Le Stade Briochin qui a gagné 6-2 ce week-end face à Granville. Voilà. Donc ils sont en forme. Voilà. Granville dans la Somme, on va connaître. Ouais, non, si. Si, c'est juste, c'est au-dessus là. Ouais, c'est dans la Somme, ok. Granville, un D'accord, très très bon bien. restaurant. Grandville qui avait asiatique, croisé la route de Marseille il n'y a pas si longtemps dans Ouais, une je Coupe crois de que France. Non, il c'est me semble. possible. On Non, mais il y a décarte aussi tous les il y a aussi des clubs que nous on a retrouvés. Il y a les Herbiers dans leur poule. Ah oui. Voilà, ils sont Très avec belle eux. campagne de Voilà. Coupe de France. Qu'est-ce qu'il faut craindre, Tidiani, de cette rencontre-là? L'aspect physique, forcément. Juste pour petite précision, hier, Fabien Ruiz est sorti blessé. Il est re-rentré sur le terrain parce qu'il y avait un peu le feu. Moi, je l'ai vu sortir en zone mixte. Il boitait sévère. Il boitait sévère. Je pense pas qu'il soit là pour Saint-Brieuc. Moi, si on me demande, je me pose des questions pour Liverpool. Mais justement, j'ai une question par rapport. Pardon, Vas-y, je t'en Tidiani. Mais ce qui s'est passé, enfin, on l'a vu, on blessé. Il Alors, revient, moi, il revient sur le Je n'ai terrain. toujours pas compris comment Parce il que s'est j'ai pas blessé. saisi, parce qu'il revient sur le terrain, il joue, enfin, on n'a pas l'impression qu'il boitait Ouais, il plus que force, ça. tu sens qu'il force. Voilà, il a forcé parce qu'on l'a vu après. Ouais. En fait, je sais même pas comment il s'est boiter blessé en partant. puisque sur le but, donc c'est sur le but de Corentin Tolisso, sur la tête de Corentin Tolisso, il y a une caméra qui est juste derrière le but où en fait tu le vois et il est debout, normal, tu vois, à marcher. Et quand Tolisso marque, il s'assoit sur la pelouse et il se tord de douleur au point de quasiment pas pouvoir se lever, quoi. Donc c'était assez perturbant. On sait pas trop ce qui s'est passé. Le physique, c'est la chose véritablement à prendre en compte dans ce match-là. C'est la hantise numéro 1, c'est de passer d'un groupe quasiment au complet à perdre 2-3 éléments, même si, encore une fois, aujourd'hui, on relativisera toujours ces pertes avec le fait que le PSG a construit un groupe de 16-17 éléments sur lequel il peut compter, mais il y a quand même des dynamiques. Et les dynamiques, elles ne mentent pas. La dynamique de Dembélé, je veux dire, si tu dois t'en passer contre Liverpool, ce sera un gros caillou dans ta chaussure. Pareil, en défense, mine de rien, je pense que tu es un peu plus en flux tendu qu'il ne paraît, parce que Pacho et Marquinhos jouent beaucoup de matchs. Et puis tu as un gap sur la qualité défensive, je trouve, avec un Beraldo. Donc non, la première crainte, elle va être évidemment sur le physique. Et puis après, tu as toutes les notions de dynamique. Il faut maintenir cette dynamique. Et puis, on le rappelle peut-être pas assez souvent. Enfin, je sais qu'ici, tout le monde en a parfaitement conscience. Mais le PSG et la Coupe de France, c'est une histoire d'amour. C'est un truc. Hein. Ouais, on ne méprise pas la Coupe, on ne la néglige pas. Donc, il n'y a pas une sortie de piste qui est envisageable dans un match contre Saint-Brieuc, comme ça, au Roazhon Park. Donc, on dit parfois qu'il y a des matchs sur lesquels on a plus à perdre qu'à gagner. Peut-être que celui-là en fait partie. J'ai pas trop d'images du Paris Saint-Germain qui perd contre un club amateur. Hein. J'en ai là en tête, là, comme ça. Puis Rodez, je crois. Rodez, on avait perdu. Mais c'est 2007 ou 2008. Ah oui. Ça remonte dans ces eaux-là. Sinon, t'avais Clermont, c'était vers les années 97, 98. Moi, j'ai la finale face à Gognon qui me reste. Mais bon, c'est un club pro. Et c'est la Coupe de la Ligue. Et c'était la Coupe de la Ligue, effectivement. Ce sont des professionnels. Qu'est-ce que tu as à craindre de ce match-là? Non, juste, moi, je viens de recevoir j'ai demandé en fait pour Fabienne avant l'émission. On m'a dit que normalement, ça allait. Ça allait. Ouais. Que pour la Coupe, ça pouvait même le faire. Ah ouais, carrément. Voilà. Et Romain, info en direct. Voilà, très bien. Je pense qu'il ne sera pas là pour la Coupe. Je pense s'il y a une inquiétude pour Liverpool. Franchement, je l'ai vu boiter, hein, je te jure. Non. Je pense pas mais très bien s'il arrive. Hein, mais qu'est-ce que tu as à craindre de ce match-là pour Saint-Brieuc? À part une blessure, je vois pas quoi d'autre. Ouais. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que attention, match piège. Non. Enfin, non, ceci dit, moi, franchement, je serais curieux de savoir s'il va de nouveau refaire confiance aux jeunes. Les Maïlou, est-ce qu'il va l'aborder comme avec contre Espali. Est-ce qu'il va de nouveau faire confiance à Zagué, Maïlou qui fait de très bons matchs, c'est la seule interrogation que j'ai. Au-delà, évidemment, tu as raison, des blessures. Alors, avant de terminer cette émission, on va accueillir Pierre Clément.
Salut Pia. Salut les gars, ça Hello. va? Comment ça va? Salut. Bah, ça va, super bien. Ouais. J'étais à fond sur le stade Briochin en arrivant. Je voulais Ah, faire un sujet. t'as bossé ou pas? Attention à Hugo Boudin. Il a mis un doublé contre le GC Nice et il est défenseur. Bon, en dehors de ça, ça devrait aller. Je vais devoir bosser moi aussi le stade Briochin. Parce que je partis à Rennes, je suis très content. Ça va être très sympa. Pia, si t'es avec nous, c'est pour nous présenter ton Mac de jeudi. Alors, j'ai écouté J'en rêve la nuit. je suis en plein Luc Dayan. Je dois t'avouer, donc C'est bien, hein, le Luc 100% Dayan. PSG, le Mac qui est Ouais, sorti. j'ai beaucoup aimé ce qu'il a Ouais. dit. C'est toujours bien d'avoir du recul sur comment ça s'est passé à l'époque. Absolument, ouais. Sur Ouais. l'histoire Moi, là, des je suis- droits, on oublie parfois certaines Alors, choses. il parle de l'actualité, avec toute l'histoire des droits TV. Tu l'as reçu jeudi dernier dans 100% Ouais. PSG le Mag, et il parle aussi bien sûr moi j'en suis dans la vente à Canal. Donc là je suis. Oh là voilà. là, ah ouais, t'en es pas encore à l'embrouille billetterie de Niso. Ah non, on y est oh pas. là là. Ah, ouais, le petit spoiler, ça va être sympa. Donc voilà, ça c'est sur saurait c'est continuer. sur l'application ici. Vous pouvez aller voir 100% PSG le Mag avec Pia, et donc c'était Luc Dayan la semaine dernière. Cette semaine, c'est qui alors? Alors, cette semaine, on fait une spéciale Liverpool. En fait, j'ai envoyé un message à des copains avec qui j'ai un groupe WhatsApp, dont la plupart sont abonnés au parc. Et je leur ai dit, les gars, la banderole en 97, Welcome to the Legendary Fans, qui avait accueilli les supporters de Liverpool, c'était les Supra ou c'était les Lutes Falco qui l'avaient sorti? Et j'ai un pote, un Lutes Falco, qui m'a répondu, bah en fait, c'est moi qui l'ai peinte. Donc je lui ai dit, Ah ouais. nickel, toi tu vas venir jeudi. Donc en fait, on aura en studio 2 supporters du Paris Saint-Germain, dont Amar, qui était le porte-parole des Lutes et qui a fait cette banderole, et Emeric, qui est un ancien Supra. Et de l'autre côté, on aura 2 supporters de Liverpool qui font partie de l'asso officiel des fans français de Liverpool. Et ce qui est très marrant, c'est que je les ai contactés par Instagram en mode ouais, vous auriez des gars ou des filles qui veulent venir dans le podcast. Et en fait, le mec qui m'a répondu, c'est Julien Gray de beIN Sport, Ah, qui trop est bien. donc journaliste professionnel, qui est fan du PSG aussi, ancien abonné au parc. Mais voilà, à Liverpool, c'est son Liverpool. équipe de cœur, et donc il va venir. Et en plus de tout, on aura un coup de fil avec le rappeur Youssoupha, qui est fan de Liverpool, qui sera à Abidjan et qui a accepté d'être en ligne avec nous. Ah bah, trop Donc bien. franchement, ça va être trop bien. On va raconter toute l'histoire voilà, des relations aussi entre les fans, de ce qui s'est passé sportivement dans les précédentes rencontres, et puis de comment va Liverpool, évidemment, cette saison, quoi. Et donc Liverpool, ce podcast sur Liverpool, c'est jeudi dans la fin d'après-midi, début de soirée, Voilà. comme d'habitude quand on met en ligne 100% PSG le Mag. Merci. Merci, Merci les gars. Et Pour merci à tous. Il est temps de siffler la fin de cette émission. Voilà, merci aux intervenants, Marc Méchenois, Abdella Boulma, Tidiane Imbo, qui ont été avec nous. Merci à tous ceux qui sont en train de nous regarder sur YouTube, qui voient mon casque qui me cache ma capillarité bien trop grande. Voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast sur toutes les plateformes et sur l'application ici. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, les pouces bleus, ça c'est pour YouTube. Et puis n'hésitez pas à commenter, que ce soit sous la vidéo YouTube ou dans les plateformes maintenant de podcast. On peut faire des commentaires comme ça, il y a une grande communauté 100% PSG la tribune qui se crée. On est très heureux, on a de très très bons scores, et on est très heureux que vous suiviez avec nous cette aventure. Les prochains rendez-vous sur France Bleu, je vais pas y arriver, hein. Sur Ça ici fait Paris, deux fois. ça fait 2 fois dans le même. Allez, hop, deux Sur balles. ici Paris Île-de-France, les prochains rendez-vous, il y aura le billet donc demain à 8h40 en direct. 100% PSG l'actu, c'est tous les jours avec Pia Clément, c'est à 18h15 sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France, et puis en podcast 100% PSG la tribune. La prochaine, ça sera lundi prochain, où on parlera donc de Liverpool sportivement également, et puis 100% PSG le Mag, on en a parlé jeudi sur toutes les plateformes. Passez une très très bonne journée, il est temps de refermer cette émission.